Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. On attend quelques secondes avant qu'on puisse commencer. Merci beaucoup. D'accord, on commence cette séance qui s'inscrit dans une série de dialogues lancés par l'initiative de la convergence digitale dans le secteur de la protection sociale. Aujourd'hui, on parle de plateformes d'échange de données sur l'interopérabilité. On va commencer avec une introduction et puis des projets par trois pays qui seront présentés très rapidement et puis on vous donnerait la possibilité de poser des questions. Voilà quelques règles administratives avant qu'on entame cette séance. Nous avons le Q&A box. Vous pouvez bien évidemment poser vos questions pour ultérieurement les poser aux interlocuteurs. Et puis, il y a également une autre boîte, le chat box. Sur le chat, vous pouvez vous introduire, vous présenter, également partager n'importe quelle ressource ou commentaire que vous estimez approprié. L'interprétation simultanée est disponible en anglais, français, espagnol et portugais. Vous êtes libre de choisir la langue qui vous semble la plus convenable. Cette séance est également enregistrée. Il me semble que les vidéos et les audios seraient partagés avec les participants. Voilà l'ordre du jour. On commence avec l'introduction. Donc, on a quatre parties. Premièrement, l'introduction des présentateurs et des sujets, et puis des présentations par pays, l'Inde, l'Ouganda et le Chili. Maxime va également modérer une discussion avec trois participants suivie d'une séance de questions-réponses avant qu'on clôture notre séance. Très rapidement, je vous présente les présentateurs. Moi-même, je suis responsable de cette modération. Je suis Anita Mittal du GIZ. Je suis également responsable technique et ingénieur. J'ai travaillé sur cette initiative à partir de son lancement il y a 4 ans. Je travaille également sur la plateforme d'échange de données. Je suis experte en la matière et également en matière de protection sociale avec l'agence GIZ. Et puis, on a notre présentateur du Chili, un ingénieur en sciences de l'université. Il jouit de 20 ans d'expérience. À partir de 2018, il a dirigé les efforts. Il est également un responsable technique pour le développement et la mise en œuvre de la plateforme d'interopérabilité du Chili. Deuxièmement, Emmanuel Yeka euh, jouit de 13 ans d'expérience en matière d'informatique. Il est chef de l'unité de développement social. Il a également dirigé pas mal d'initiatives numériques, y compris les registres nationaux, les systèmes d'information. Il a également des diplômes en matière d'informatique et de sécurité. Troisièmement, Santosh Kadam jouit de 20 ans d'expérience en matière de genre et puis plus que 20 ans en matière de télécom, finance. Il a également travaillé sur plusieurs projets tels que le Cotomba qu'il va présenter aujourd'hui.
Il est toujours euh, euh, expert en matière de plateforme de données en sécurité et en microservices. Il possède également une expérience approfondie en gouvernance des données et en transformation numérique du secteur public. Maxime Ovstinkov est responsable des données chez GovStack depuis avril 2025 et possède 8 ans d'expérience en gouvernance électronique. Il a dirigé la plateforme d'échange de données ukrainienne Trembita. Il a soutenu les efforts de transformation numérique dans plusieurs autres pays tels que le Groenland, le Bénin, la Malaisie et le Brésil en mettant l'accent sur l'interopérabilité, l'échange de données et la numérisation des services publics. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à nos participants et présentateurs. Très rapidement, qu'en est-il de cette initiative de convergence numérique? Certains d'entre vous la connaissent, mais je vais quand même dire que l'initiative de convergence numérique est un effort conjoint des membres de l'USP 2030. C'est une organisation qui regroupe des membres, y compris des bailleurs de fonds, des gouvernements et des partenaires de développement pour soutenir la transformation numérique des systèmes de protection sociale. Cette initiative qui est financée par l'Union européenne, le gouvernement allemand, qui est mise en œuvre par le GIZ, l'OIT, euh, ainsi que d'autres partenaires, par exemple l'UNICEF, entre autres, qui, bien entendu, soutiennent cette initiative. Comment est-ce qu'on a pu arriver à cette initiative? Voilà, nous avons quatre piliers. Premièrement, le partage de la connaissance sur les meilleures pratiques et comment la transformation numérique doit se faire, comment assurer la protection sociale numérique. Donc, ça se fait à travers deux types de produits. Premièrement, des produits cognitifs, des études de cas, des rapports, des guides. Et puis également, nous avons des événements tels que les ateliers de travail, les séances sur l'interopérabilité et les activités qui tournent autour de l'interopérabilité. Tous ces outils-là sont disponibles sur le site web. N'hésitez pas à les consulter à n'importe quel moment. Nous avons également le deuxième pilier, voilà, les normes techniques d'interopérabilité, là où on déploie des efforts pour harmoniser les normes techniques et on va bien évidemment vous présenter de telles normes dans les diapos suivantes. Ils sont également euh, disponibles. Ces normes-là sont disponibles sur le site web. Nous sommes également en train d'aider les pays à mettre en œuvre les initiatives qui s'y rattachent tout en fournissant le soutien financier et technique pour mettre en œuvre des mesures de protection sociale. Et le Help Desk est également un outil de soutien technique qui y aide les pays à assurer la transformation numérique. Et puis, nous avons le quatrième pilier. euh, à savoir le développement des capacités. Nous œuvrons au renforcement des capacités institutionnelles et humaines pour mettre en œuvre les projets techniques. Il y a également des modules d'apprentissage euh, personnel qui seraient lancés vers la fin de l'année. Voilà, parlons d'interopérabilité nous sert à mieux comprendre comment les systèmes d'information de protection sociale intégrés et interopérables sont mis en œuvre. Ces discussions techniques approfondies sont un peu différentes. On plonge en profondeur dans le système national et on essaie de voir comment ces systèmes d'information sont en interaction à travers les plateformes d'échange bien entendu, les enregistrements sont disponibles sur le site web et sur sp.com.
Si on essaie de voir qu'est-ce qui a été mené comme atelier de travail, comme séance, nous avions le ISA HAVS et on a appris que à partir de ce registre, euh, 23 systèmes sont intégrés à travers des mécanismes d'interopérabilité, à travers les bases de données administratives. Une solution complète est fournie. La personne n'a pas besoin de présenter des données quand l'application est soumise. Voilà, on vous montre comment l'échange de données se fait à un niveau élargi dans le secteur de la protection sociale tout en fournissant les services aux personnes. Voilà les données administratives et les données issues des visites sur le terrain. Et puis, nous avons également les registres intégrés de bénéficiaires. Voilà, on voit d'autres programmes qui fournissent des services aux bénéficiaires s'y rattachant au transfert de cash, les subventions d'urgence, entre autres. Chaque système partage ces informations avec les autres systèmes. Voilà les registres intégrés de bénéficiaires qui profitent aux bénéficiaires ayant bénéficié de n'importe quel programme. Voilà un échange bien élargi d'informations à travers ces registres-là. Voilà le système du Pakistan. L'architecture nous montre comment plusieurs systèmes partagent leurs données à travers les registres nationaux. Le National Civil Registry, le registre des bénéficiaires du programme et le registre de l'état civil. Les mises La mise en place est possible. Ça permet la sélection de bénéficiaires et la prise de décision euh, d'une façon automatique, notamment quand il s'agit de critères d'admissibilité et d'éligibilité. Plusieurs cas d'échange d'informations sont assurés à travers ces systèmes-là. Euh, Qu'est-ce que l'interopérabilité? Il s'agit de la possibilité d'un système de communiquer avec les autres systèmes d'une façon raisonnable. Si Madame Elena voudrait profiter d'une subvention aux personnes à handicap, elle peut présenter sa carte d'identité nationale ou bien sa carte d'identité d'handicap. Le système l'enregistre et le registre de la protection sociale puis peut y avoir accès. De cette façon-là, la personne peut profiter des subventions qui s'y rajoutent. Et quand cette personne euh, peut respecter les critères, on s'assure de son admissibilité et dans quelques minutes, le service est mis à disposition d'Elena grâce à cette interopérabilité. Et les données sont envoyées à partir d'un seul système. Les autres systèmes peuvent comprendre les informations et c'est de cette façon-là que l'interopérabilité se fait. De quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de normes. Et selon le cadre européen, il s'agit de quatre éléments dans le cadre de ces standards. On a les standards, les normes de données, les normes d'API sur le format, les objets de données, l'attribut, les répertoires de code et les protocoles qui peuvent être utilisés pour échanger les données. Il s'agit de normes qui se rattachent à ce processus-là. Les normes sont disponibles sur Gitbook et GitHub. Vous pouvez voir les liens sur l'écran. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur plusieurs interfaces, les euh, registres d'emploi, les systèmes d'alerte précoce, les systèmes d'identification et les systèmes de paiement se rattachent, les registres des personnes handicapées, les registres des agriculteurs, les registres sociaux
et les registres civils sont interopérables. La gestion de la protection sociale à travers des systèmes d'information assure le lien. Il s'agit de systèmes utilisés par tout le gouvernement tout entier. Et de même, le système de paiement, l'échange de données et le système d'identification sont appelés DPI par certaines agences. Et puis, les systèmes d'alerte précoce, les registres d'emploi seraient aussi révisés par l'équipe de DCI. Euh, Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'échange de données se fait en respectant la sécurité et en assurant les contrôles nécessaires, en s'assurant que les attaques ne se font pas entre systèmes? Voilà, nous avons ces boîtes en verre à côté de chaque système. Donc, les systèmes peuvent partager les données entre eux, euh, mais il y a certaines activités qui doivent être performées pour que les échanges se font en sécurité, tout en assurant la bonne performance et la protection de l'échange des données selon les normes en place. Quelles sont ces activités-là dont j'ai parlé, les activités que ces cadres en verre présentent? Premièrement, nous avons les programmes de cache qui peuvent être interopérables avec les registres civils. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que la bonne personne y a accès? Voilà, on a l'identification de l'identité de la personne qui y essaie d'y avoir accès. L'autre le canal est sécurisé. On s'assure que cette personne qui essaie d'y avoir accès n'est pas sujette à n'importe quelle attaque euh, sur Internet et puis que les autres n'ont pas accès à cet échange. Comment s'assurer qu'il y a confidentialité, qu'il y a sécurité garantie? Si j'envoie un message, le système, par exemple, doit assurer l'intégrité des données. Comment savoir s'il y a eu changement après le partage de données, après, par exemple, la présentation de l'opération? Ce programme-là, par exemple, peut partager des informations qui sont soumises à des signatures et la communication standardisée par protocole. Le message doit passer à travers les systèmes et puis le contrôle des accès doit être opéré pour voir, par exemple, ce système, pour voir à quel système on a accès. Le système, par exemple, ne va pas opérer le contrôle sur toute la base de données, mais sur la partie qui s'y rattache. Et puis, nous avons le logging, l'enregistrement pour s'assurer que tout ce qui a été envoyé peut être utilisé dans les cours devant les tribunaux. Le contrôle d'accès granulaire, par exemple, comment s'assurer que cette personne n'envoie pas un gros nombre de demandes pour, par exemple, paralyser le système. Et puis, finalement, la surveillance, les rapports, comment s'assurer quels services sont disponibles. Certains éléments peuvent être importants dans cette composante d'échange de données. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur trois modèles d'interopérabilité. En Inde, il n'y a aucune plateforme d'échange de données. Euh, il y avait des boîtes en verre dans la diapo précédente. Chaque agence a un certain niveau de
d'interopérabilité pour assurer le fonctionnement. Et puis, l'Ouganda utilise le WSO2. Il s'agit d'un modèle d'interopérabilité centralisé. Et donc, tous ces éléments en vert se trouve dans un système centralisé et chaque composante trouve sa place. Toutes ces activités, ou bien la plupart de ces activités, ont bien performé dans ce niveau-là. Et puis, troisièmement, le Chili a opté pour un modèle décentralisé. Nous avons un serveur et puis les boîtes en verre que vous avez vues dans les diapos précédentes sont assurées et sont fournies. Il y a également une composante centralisée pour que toutes ces euh, composantes travaillent d'une façon coordonnée. Nous allons présenter plusieurs approches qui mettent en place des interopérabilités en formes différentes. Nous allons essayer de fournir des réponses à vos questionnements sur l'interopérabilité. Comment les normes d'interopérabilité changent ou bien quels sont les points communs et les points de divergence. Nous allons vous montrer tous les modèles qui utilisent des éléments différents, mais les normes restent les mêmes, même s'il y a changement de composantes selon les normes mises en place. Maintenant, je donne la parole à Maxime qui est le facilitateur de cette séance. Merci, Anita. Je vous souhaite la bienvenue de ma part et je vais très rapidement donner la parole au présentateur de l'Inde, Monsieur Santosh Skada, qui est le haut conseiller travaillant pour l'État et le gouvernement indien. Allez, la parole est à vous. Merci, je vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité. Je suis ravie de vous présenter cette étude de cas. Je vais partager les diapos. J'espère que vous pouvez bien voir mes diapos. Oui, oui, c'est clair. On voit la présentation. Très rapidement, une introduction, un aperçu sur le Karnataka de l'Inde. Il s'agit d'un État du Sud, le sixième plus grand État de l'Inde par sa géographie. Il s'agit de 67 millions d'habitants, quelques 16 millions de ménages selon les projections démographiques du recensement pour 2022-2023. Il s'agit d'un État pionnier en matière de gouvernance électronique. Il est le seul État à disposer d'un département distinct de gouvernance électronique. Il y a un système de distribution national. Il y a livraison à domicile de services aux citoyens. Euh, Quelques 55 millions d'habitants profitent de ce système de livraison. Euh, les services en électricité, quelques 200 unités de consommation, également gratuits. Et puis, nous avons également les systèmes de garantie de protection sociale avec quelques 2000 euh, comme paiement mensuel. 12 millions de femmes en profitent. Et puis, nous avons le système d'assurance euh, santé. Quelques 10 millions d'individus en profitent. Voilà en général l'infrastructure des systèmes au Karnataka.
Nous avons le système d'information géographique qui subvient aux besoins des bénéficiaires. Les données de privation basées sur les sondages, la plateforme de bourse étatique, le Gramma One, le Ishamati, qui est le service de vérification euh, complet, euh, le système de la fenêtre unique, là où la personne n'a qu'à se présenter sur une seule place. Nous avons euh, Seva Sindhu, le Boomi, euh, la plateforme d'achat public pour subvenir aux besoins des agences étatiques, le Nadakasheri. Là, les données sur les revenus. Hum, Nous avons plusieurs systèmes d'enregistrement. IJNMA, pour les naissances et les décès, le système Fruits, le registre des fermiers, et puis le SATS, c'est le registre des étudiants. Les étudiants, les élèves ont accès à toutes les informations pertinentes. Le MGNREA, REGA sur les travaux publics. euh, Quelques 200 licences au permis de travaux publics sont opérées à travers ce système. L'UDID, le registre des personnes à handicap, avec précision des types d'handicap. Dans ces trois niveaux, on voit plusieurs modèles et de la sorte, on a pu arriver à cinq piliers. Dans la diapo suivante, vous allez voir qu'il s'agit de plusieurs modèles, quelques 55 millions ou bien 15 millions de ménages avec 55 millions d'individus profitant du système de distribution publique pour les priorités sur la nourriture, entre autres, les citoyens peuvent y avoir accès. Et puis, il s'agit également d'une plateforme de paiement et nous avons également une plateforme intégrée. Le citoyen peut avoir accès à plusieurs départements de la sorte. Si vous voyez cet écosystème Kutumba, nous avons cinq sections différentes. Premièrement, le registre social. Donc, ceci inclut Kutumba. Il y a à peu près 1,4 mille foyers et ce système est présenté pour différentes catégories de population. Il y a des spécificités liées aux familles, aux foyers, aux différences sociodynamiques. Et tout ceci est basé sur une base de données très riche. Dans la diapo suivante, je vais vous expliquer comment on fait ce partage de données, comment on enrichit cette base de données et comment on l'utilise aussi. Il y a également un registre de bénéficiaires. Donc, tous les habitants sont enregistrés dans ce registre, ce qui nous permet de comprendre les différents paramètres de cette protection sociale qui est qui peut être utile pour différentes catégories de personnes. Il y a également la plateforme de découverte d'admissibilité. Donc, dans ce cas-là, les habitants peuvent entrer leurs paramètres et leurs sondeurs et ensuite identifier le type de services sociaux dont ils ont besoin. Et ensuite, ils peuvent présenter leur application envers les différentes, ou bien auprès des différents départements. Il y a également la plateforme de paiement. Donc, c'est une plateforme de transfert direct.
Et donc, c'est une plateforme qui identifie l'identité des habitants. Et ceci est une chose très connue en Inde. Et c'est basé sur un système de travail avec les banques, avec les données qui sont liées au paiement, qui peuvent être données aux différentes catégories d'habitants. Ensuite, nous avons le registre de réclamation, donc l'IPGRS. À Kotomba, il y a un écosystème pour les données. Et jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de travail sur le registre social et voilà comment on divise les différents systèmes d'aide sociale que l'on offre. Quels étaient les objectifs de ce système de protection sociale? Premièrement, nous avions plusieurs objectifs pour la création de ce système d'aide sociale. Premièrement, nous voulions distribuer, ou bien nous voulions assurer une distribution équitable des différents bénéficiaires. Nous voulions également aider les gens à recevoir ces bénéfices et ces atouts du gouvernement. Nous savons très souvent qu'il y a un budget très limité, alors nous avons voulu décider quelles sont les catégories qui ont le plus besoin d'aide pour pouvoir les cibler avec l'aide sociale. Nous avons voulu minimiser ou retirer ou bien minimiser les machines ou bien l'automatisation dont nous avons besoin pour l'évaluation des besoins, des conditions des pauvres. Nous avons voulu également permettre aux pauvres d'avoir accès à l'aide de l'État lorsqu'ils font face à des chocs très soudains. Ceci nous aide à donner plus d'assistance financière à ces gens, surtout en cas d'urgence. Il y a des systèmes de protection sociale qui sont utilisés afin d'aider les personnes les plus vulnérables face aux crises et aux chocs soudains dans le pays. De plus, nous avons la planification basée sur les preuves. Donc, ce sont les analyses de données. On regarde le nombre de bénéficiaires qui peuvent profiter de ce système. Nous utilisons les données des différents départements afin de voir quel est le nombre de personnes qui peuvent bénéficier des services des services sociaux. Donc, il y a un système de données pour les informations liées à l'aide sociale et c'est selon cela que l'on décide à qui on va donner cette aide sociale. Il y a également des systèmes qui enregistrent les données, ce qui veut dire que lorsque nous avons ces informations, nous pouvons évaluer la situation et nous pouvons évaluer le statut de chaque individu afin de fournir les services et les services et les aides nécessaires. Et tout ceci a pour objectif d'identifier les bénéficiaires et de faciliter les services et de le promouvoir dans différentes régions du pays. Si l'on jette un coup d'œil à la structure de Kotumba, il y a plusieurs départements et vous pouvez les voir ici. À gauche, il y a les données liées aux différents départements, donc des détails liés au logement, les bénéficiaires qui ont un logement. Donc tous ces domaines, toutes ces données sont enregistrées dans le système. Donc ces informations liées aux individus sont disponibles dans toutes les dates dans toutes les bases de données. Et tout ceci est directement connecté au système de Kutumba pour voir si l'on peut aider les agriculteurs ou les fermiers aussi. Il y a également des détails liés aux bénéficiaires en ce qui concerne leur santé, etc. Donc, il y a plusieurs systèmes qui partagent les données et ils interagissent ensemble afin d'enrichir le système de données. Et tous ces systèmes travaillent ensemble
de façon harmonisée et toutes les données sont enfin utilisées dans cette base de données qui est commune dans donc les services et la base de données de Kutumba, qui prend en considération les spécificités des individus, les spécificités sociales, les conditions de la famille ou du foyer. Ceci nous aide à enregistrer les membres de la famille dans ce système. Et toutes ces bases de données sont ensuite partagées avec nous, grâce aux applications des clients. Donc, il y a les questionnaires pour les habitants, il y a aussi les différentes enquêtes liées aux écoles, les enquêtes liées au gouvernement, et tout ceci sert à cibler les différents bénéficiaires et on peut profiter de cela grâce au partage de données. Il y a également un budget qui est anticipé pour les systèmes et pour l'aide sociale nécessaire pour les différents foyers, les différentes familles. Et donc, tout ceci se passe grâce aux APIs et au système de partage de données. Euh, Ces processus nous aident à établir le budget nécessaire pour les différentes interventions. Et nous avons déjà parlé de cela. De toutes ces sources de données, nous avons des plateformes qui groupent ensemble toutes ces données sociales liées aux aides sociales qui peuvent être fournies. Passons ensuite aux fonctionnalités et à comment ça fonctionne. Nous avons 555 millions d'individus enregistrés dans ce système et dans ce registre social à Cotomba. Il y a beaucoup de bases de données et toutes ces bases de données sont ensuite partagées avec différents départements grâce aux APIs. Et jusqu'à présent, nous avons les différents types d'informations et de bases de données. Et si nous savons par exemple qu'il y a un certain individu qui veut une aide au logement, nous pouvons donc suivre les données liées au logement et à cet individu particulier afin de voir comment on peut offrir les services nécessaires. Ensuite, les départements vont partager avec nous les données après avoir validé les données qu'ils ont dans leur base de données avant de les introduire à ce registre social. Ceci nous permet d'intégrer ces données à temps dans les différents systèmes qui en ont besoin. Les départements peuvent ensuite valider les données qui sont partagées. Les citoyens utilisent ces données pour valider leurs propres détails et leurs propres informations et ensuite pour modifier toute information qui n'est pas correcte. Ensuite, les applications des départements ont accès aux données de Kutumba pour pouvoir fournir les services nécessaires. Voilà comment le système de Kutumba est en train d'intégrer les bases de données qui sont rassemblées durant des années des différents départements. Nous avons donc les registres de départements, les registres liés aux différents domaines que nous avons déjà mentionnés, le logement par exemple, la santé, et tout cela. Et tout ce partage d'informations et de données est essentiel afin de valider et de comparer les informations et de les vérifier. Comme vous pouvez le voir ici, les données sont très variables. Elles peuvent changer constamment. Donc, il devrait y avoir un système de distribution et de partage des données. Il y a un certain nombre de personnes
qui ont accès à ces données, et ce, grâce à une autorisation spéciale du gouvernement, afin de pouvoir ensuite traiter ces informations. Le registre des logements, le registre des agriculteurs, par exemple, et tous ces registres sont introduits dans le système et le système sauvegarde toutes les données nouvelles qui sont introduites au système, surtout en ce qui concerne le logement et les bénéficiaires. Il y a un certain nombre de records et de registres qui sont évalués, qui sont traités, y compris des données qui sont rassemblées des différentes applications à l'aide sociale. Il y a des registres nationaux. Il y a une certaine procédure pour la façon dont on peut intégrer les différentes bases de données. Alors, c'est un écosystème dynamique qui enrichit les bases de données que nous avons. Et voilà comment nous travaillons avec ce système à Kotumba pour pouvoir définir les aides sociales nécessaires pour les habitants. Merci beaucoup, Santosh. Essayons de passer en revue des différentes diapos très rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Donc, juste pour vous donner une idée très rapide, en ce qui concerne l'échange de données et les bases de données, il y a une communication sécurisée, il y a il y a un contrôle d'accès aux informations. Donc, certaines personnes ont la permission d'avoir accès à ces informations. Il y a également beaucoup de travail qui est fait pour assurer que le protocole est appliqué. Il y a également la traduction qui est assurée pour que toutes ces données soient unifiées. Il y a également la logique des affaires et l'harmonisation des différents processus, et ce afin d'assurer une certaine flexibilité dans le partage de données entre les différents départements. Et il y a également la clé d'authentification. Donc, c'est ce que nous utilisons afin de s'assurer que les données sont vérifiées et que les utilisateurs sont authentifiés. Voilà les différentes pratiques que nous suivons à Kutumba. Il y a différentes pratiques liées à la sécurité, à l'échange de données et aux analyses qui sont mises en œuvre. Les données sont aussi codifiées en utilisant des systèmes spécifiques et il y a différents formats que nous soutenons pour le partage des données entre les différents départements. Il y a donc XML, JSON et d'autres formats que nous acceptons pour le partage de données. Nous avons également plusieurs tâches d'affaires qui sont mises en œuvre pour enrichir la stratégie des affaires. Et ensuite, il y a également des différentes pratiques pour l'authentification et pour s'assurer que les bénéficiaires ont accès à l'aide sociale et aux services sociaux et que les personnes autorisées ont accès au système de partage de données. Voilà quelques chiffres que j'ai voulu présenter. Nous avons plus de 250 millions de visites sur la plateforme d'échange de données depuis février 2024. Il y a un très grand nombre de bourses d'étudiants qui ont été données grâce à ce système aussi à l'analyse des données. Voilà 10 applications,
clés que nous avons vues en ce qui concerne le partage des données de Cotomba. On peut dire que ce système a été effectivement utilisé pour assurer ces aides sociales aux individus et aux bénéficiaires déterminés. Merci beaucoup d'avoir écouté cette intervention et si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup, Santosh. J'ai quelques questions ici dans la boîte de discussion, mais je crois que je garderai ces questions pour la séance de questions-réponses après. Et alors, je passe maintenant à, à notre participant de l'Ouganda, Emmanuel Yeka, qui est le chef des technologies d'information. Il travaille au gouvernement du genre du travail et du développement social. Il va parler du registre unique pour la protection et les services sociaux en Ouganda. Donc, comment ils ont fait tout ce processus? À vous la parole, Monsieur Yuka. Vous avez 15 minutes. Oui, merci beaucoup. Merci, Maxime. Merci à l'équipe de l'initiative de convergence numérique pour m'avoir donné cette opportunité de présenter l'expérience de l'Ouganda dans la mise en œuvre de ce registre unique pour la protection sociale, surtout en ce qui concerne l'intégration et l'interopérabilité des différents systèmes. Pour vous donner un aperçu très rapide de l'Ouganda, nous sommes un pays en Afrique de l'Est. Nous avons 45,95 millions d'habitants. Donc, ce sont les chiffres que nous avons du census de la dernière statistique. Il y a 23,5%, 23,5% des habitants sont des jeunes, 50% de femmes, 5% 53% de femmes, 50% d'enfants, 5% de personnes âgées. Pour ce qui est de l'alphabétisme, nous avons 79% de personnes qui savent lire et écrire. Et nous avons un taux de pauvreté de 20,3%. Pour ce qui est de la protection sociale, il y a différents piliers sur lesquels nous nous basons. Il y a premièrement les services de soutien et d'assistance sociale, les soins de soutien, la sécurité sociale et tout ceci est contrôlé par le gouvernement d'un côté et par le secteur privé de l'autre côté. Pour ce qui est de la société, de la sécurité sociale, nous recevons directement l'assurance sociale et un soutien direct du gouvernement. Et donc, ceci s'aligne avec le thème d'aide sociale et de services sociaux. Il y a également l'assurance sociale. Il y a des, euh, des fonds pour ou une caisse nationale pour la sécurité sociale, ainsi qu'un système de retraite de la fonction publique. Donc, il y a beaucoup de piliers différents pour la protection sociale dans le pays. Et par définition, je crois que vous avez déjà mentionné cela. C'est un portail unique qui consolide les informations essentielles sur les bénéficiaires et les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale. Le portail est accessible pour le public, mais en même temps, il y a un autre portail qui est privé et sur ce programme ou sur ce portail, il y a un nombre de gestionnaires des programmes ou de systèmes et d'individus autorisés qui ont accès à ce portail. Donc, pour ce qui est de la structure
de cette protection sociale en Ouganda. Premièrement, nous avons un registre social qui est une base de données pour améliorer la situation des pauvres. Il y a également la deuxième couche qui est le programme de la gestion des systèmes d'information qui nous aide à faire les premières étapes d'enregistrement des données et de partage de données. Ceci est utile surtout pour les pays qui commencent à introduire ce système de partage de données. Il y a aussi un registre unique pour la protection sociale et tous ces programmes de protection sociale sont inclus dans ce registre unique ainsi que différentes bases de données externes que l'on peut, euh, que l'on peut voir ou que l'on peut visiter grâce à des liens externes. Et ce, grâce à la base de données nationale d'identification et d'enregistrement, afin de vérifier les bénéficiaires et l'identité des bénéficiaires de ce système de protection sociale. Pour ce qui est du modèle, voilà le concept ou le modèle conceptuel du système intégré de protection sociale. En haut, vous pouvez voir que nous avons toujours le registre social de l'Ouganda. Ensuite, il est lié aux autres systèmes et au milieu, il y a des programmes gouvernementaux et non gouvernementaux de protection sociale avec différentes interventions de différentes agences. Ensuite, différents partenaires qui travaillent sur l'activation de ces différentes aides et services sociaux. Il y a également des interventions spécifiques pour répondre aux besoins de protection sociale, surtout les transferts les transferts en espèces pour les personnes qui en ont besoin. Et à droite et à gauche, vous avez les différentes initiatives que nous avons lancées, y compris une meilleure planification, plus de transparence, l'interopérabilité, l'identification des besoins, et tout ceci nous aide à identifier les différents bénéficiaires et à prendre des décisions selon les critères d'admissibilité que nous avons élaborés. Et ceci influence également les réformes des différentes politiques et les plans qui sont mis en œuvre. Voici une diapo qui vous montre les différents programmes liés aux différents thèmes. En vert, ici, vous pouvez voir les programmes actifs dans le même registre. Pour ce qui est de la couleur orange ou rouge, ce sont les programmes qui ne sont pas intégrés activement jusqu'à présent. Et je vais expliquer plus tard pourquoi ces différents programmes ne sont pas encore intégrés. Voyons comment nous avons pu réaliser cela grâce à la plateforme d'intégration qui a été lancée ensuite dans la phase de mise en œuvre de, de la plateforme de service ou du hub de UG, comme on l'appelle chez nous. Donc, durant cette période, nous avons lancé notre registre. Donc, c'était en 2021. Ça fait 4 ans et avec deux phases de mise en œuvre. Mais on a fait aussi une intégration avec différents départements du gouvernement. Nous avons également connecté ce registre à une plateforme d'intégration, comme je l'ai déjà mentionné, et ça a vraiment changé tout le paysage pour ce qui est des systèmes de partage de données. Ça nous a aidé beaucoup à intégrer les différentes entités et structures gouvernementaux ainsi que les structures ou les institutions ou bien les organisations non gouvernementales.
Vous allez voir après que nous avons fait face à différents défis, mais je vais essayer d'être de parler très brièvement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et donc, euh, nous avons signé un très grand nombre de mémorandums ou de protocoles d'accord et d'intégration avec des partenaires clés parce que très souvent, il faut vraiment définir comment le partage de données va se faire parce qu'il y a souvent des problèmes liés au partage de données et à la confidentialité. Comme je l'ai déjà mentionné, notre parcours dans cette voie de, de création de ce système de partage d'informations n'a pas été sans défi et sans obstacle. En effet, nous avons dû faire face à plusieurs défis d'interopérabilité et des différents défis de gouvernance et de conformité. Nous avons nous avons eu besoin de partenariats et d'accords avec différentes entités et ceci a été a été crucial surtout pour ce qui est du partage de données avec le gouvernement parce que bien sûr si la protection sociale va veut être utile, il faut s'assurer que le partage de données est aussi transparent et utile et efficace. Les systèmes que nous avons étaient à différents niveaux de mise en œuvre. Il y a quelques systèmes qui ne sont pas encore prêts à être intégrés. Il y a aussi d'autres systèmes qui ne peuvent pas être intégrés parce qu'ils ont besoin d'une certaine mise à jour ou d'un certain développement pour qu'ils soient au niveau requis. Il y a également eu beaucoup de défis liés au format de données, ce qui a rendu difficile le processus d'intégration. Il y a plusieurs systèmes, plusieurs départements, plusieurs méthodes d'enregistrement de données, ce qui veut dire que nous n'avons pas eu une base de données consolidée ou un format unifié pour que l'on puisse l'intégrer dans le système national. Il y a eu également des défis liés à la sécurité, surtout en ce qui concerne le partage d'informations et les différents canaux de distribution ou de partage. Il y a également les vendeurs qui travaillent très souvent avec différents départements et ces vendeurs ont des bases de données spécifiques à eux. Donc, pour faire l'intégration, nous avons dû développer et mettre à jour les systèmes qui étaient appliqués. Ceci a vraiment influencé notre capacité à intégrer leurs données dans le système. De plus, il y avait un problème de contrôle de gestion du projet, surtout que nous essayons d'intégrer un projet ou un système euh, dans un délai spécifique. Donc, ça influence beaucoup comment nous pouvons appliquer cela. Comment est-ce qu'on a pu dépasser ces défis-là? Le gouvernement de l'Ouganda a lancé ce qu'on appelle le GHAB selon la politique de communication et d'informatique pour les services. La plateforme est gérée par l'autorité informatique nationale il s'agit d'une plateforme source ouverte, la technologie Stack qui est une technologie de source ouverte. Nous avons pu connecter 62 entités publiques et 73 entités
privée. Euh, de l'intégration est rendue plus facile du fait qu'on a pu éliminer les connexions pair à pair quand on a cette intégration de l'UG Hub, on peut subvenir aux besoins. euh, cette interopérabilité rend le partage plus rapide. Bien évidemment, on a besoin de soutien, d'entretien. Euh, L'autorité nationale assure le service, mais si l'on a besoin de plus de soutien, le fournisseur qui a déployé ce service-là est appelé à soutenir le gouvernement. En matière de l'écosystème, voilà cette image qui est très semblable à l'image que j'avais présentée auparavant. L'UG Hub nous aide à entrer en lien avec les agences et les bases de données, les serveurs, les services de gouvernement, l'enregistrement des commerces, la gestion des revenus, la gestion foncière. Tous ces services-là ont un accès à la plateforme, ce qui rend la protection sociale et les systèmes de protection sociale plus accessibles avec un plus grand accès. euh, le registre social qu'on vise dans le pays est plus facilité. Il y a quelques années, on a mené des études et notre première préoccupation est la présence d'un registre qui n'est pas mis à jour et peut-être qu'avec les défis auxquels on est confronté en matière des informations ciblées, ça devient plus pertinent. Le Hub complète les informations collectées par les registres et les vérifie selon d'autres bases de données telles que les systèmes d'alarme précoce, les statistiques, les bases de données de statistiques, entre autres. Comme on l'a fait durant le COVID, il est difficile pour nous d'identifier très rapidement ceux qui ont perdu leurs emplois, ceux qui ont été affectés par les mesures de santé publique. Mais grâce à cet échange de données en temps réel à travers l'UG Hub, on s'attend à ce que ça soit encore plus facile et plus rapide. D'autres avantages, comme je l'ai déjà dit, selon les sources ouvertes, les fonctionnalités sont intégrées. Nos réglementations requièrent que tous les systèmes et les bases de données soient accueillis par l'infrastructure nationale. On a des fonctionnalités de gestion des API. Le ministère responsable de la protection sociale peut facilement créer, partager et consommer facilement les API en temps réel. Les questions de catalogue sémantique sont également centralisées. Les questions d'unité à travers les systèmes qui ne sont pas encore harmonisés pour faciliter l'échange de données. C'est quelque chose d'important. Puis, le reporting, l'analyse est très important pour savoir combien d'offres sont disponibles par service. Ces informations-là sont partagées à travers les ministères. En matière d'opportunités, l'interaction,
la plateforme d'intégration, le GitHub, est importante pour arriver au registre social dynamique qu'on cible. Cette plateforme facilite l'interaction avec les autres systèmes. On ne peut pas simplement dépendre de la collecte de données à travers les sondages et d'autres méthodes d'enregistrement de bénéficiaires. Il faudrait que ça soit mis à jour et vérifié selon d'autres bases de données. Et ça ne peut pas se faire sauf s'il y a des plateformes qui fournissent de tels services. Augmenter la responsabilisation et la transparence grâce à un portail de rapports publics affichant des tableaux de bord. Ça nous rend la tâche plus facile. On est capable d'identifier les cas de fraude, de redondance, de bénéfices et de profits redondants à travers les programmes. Ça devient plus facile avec l'échange de données à travers les programmes différents. Le ciblage amélioré, là, on vise à utiliser le ciblage informé. Ça ne peut pas se faire sauf s'il y a vérification avec tiers. Par exemple, si l'on a des bases de données foncières, ça soutient le ciblage de la sorte. On peut cibler les plus vulnérables et les bénéficiaires les plus déprivés. Euh, et de cette façon-là, l'assistance arrive aux bons cibles. Une meilleure planification et coordination entre agences et programmes pour faciliter la prise de décision fondée sur des données probantes. Là, on avait le défi que les agences opéraient en îlot. Cependant, cette fenêtre unique a amélioré l'interaction. Et puis, en matière des agences responsables de la protection sociale, on n'était plus préparé au choc suivant et futur. Ça a amélioré notre résilience parce qu'on est capable d'identifier, de vérifier. Et si l'on a besoin, par exemple, de traiter les paiements, les fournisseurs de services tels que les banques sont également intégrés dans le service bus qui nous permet très rapidement de livrer les paiements aux bénéficiaires. Je vous remercie de votre attention. Voilà, ça a été notre expérience en matière de mise en œuvre de notre de registre unique de la protection sociale et l'élargissement vers la protection et les services de la protection sociale. Merci pour cette présentation très intéressante. Je vous pose une seule question parce qu'on a également une autre présentation de la part du Chili. Mais très rapidement, est-ce que le ministère ou bien votre équipe a par exemple, une équipe bien consacrée aux questions et aux enjeux d'interopérabilité. Et qu'en est-il de euh, la grandeur de cette équipe? Nous avons en matière de structure une équipe de 11 personnes à travers le ministère tout entier. Et pour ce travail journalier quotidien sur les questions d'intégration dans le ministère gouvernementaux. Ça nous aide énormément. Il y a un seul bureau qui est tout à fait responsable des questions d'intégration et des liens au service bus. D'accord? Merci. Merci, Emmanuel, pour cette présentation. Il nous reste quelques questions sur le chat. Vous pouvez y jeter un coup d'œil et puis on serait de retour à toutes ces questions-là durant la séance de questions-réponses. Mais
Permettez-moi maintenant de donner la parole à notre présentateur Juan Carlos Dail du Chili, de l'Amérique du Sud. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, monsieur. Il travaille au secrétariat général de la présidence. Il est le dirigeant technique du programme d'interopérabilité. Il va nous raconter comment ce que le Chili a vraiment arrivé à la décentralisation de la plateforme d'interopérabilité. La parole est à vous, Juan Carlos. Merci. Merci. Je vais partager avec vous notre expérience en matière d'interopérabilité, pas simplement sur la dernière plateforme, mais sur les précédentes également. Premièrement, pourquoi est-ce que l'interopérabilité est importante? Juan Carlos, je ne suis pas capable de voir votre présentation. On la voit pas, malheureusement. Je vais essayer de nouveau, mais on voit des cadres noirs sur l'écran. C'est pas, je vois la souris, mais je vois pas l'image, je vois pas les diapos. Si vous ne pouvez pas le faire, je vais essayer moi-même de partager mon écran. Paula, Paula nous a aidés. Merci. Très bien. Est-ce que vous pouvez voir l'écran, Juan Carlos, maintenant? Oui. D'accord. Parfait. Paula va vous aider avec les diapos. Allez-y, merci. D'accord. Allez-y, la diapo suivante. Merci. Encore une fois, d'accord. En 2009, nous avons lancé une solution. Il s'agissait de base centrale, mais après 10 ans après, nous avons parvenu à assurer le lien avec euh, 100 organismes. Donc, on a perdu 10 ans en utilisant ce bus de service centralisé. Alors, en 2019, 10 ans après, et dû aux problématiques du réseau précédent, nous avons lancé une discussion ouverte avec les agences publiques sur les données. Les agences avaient expérimenté des défis en la matière et on s'est mis d'accord sur un nouveau modèle d'interopérabilité. Nous avons appris pas mal de leçons. Hein. Si ne favorise pas un certain modèle, ça ne va jamais fonctionner. Ça a été le cas d'ailleurs avec le premier modèle. Du coup, nous avons lancé un réseau flexible, un réseau sécurisé qui porte sur les agences publiques pour les mobiliser et les inciter à plus d'échanges. Nous avons arrivé à plus que 400 nouveaux organismes en 5 ans. Je vous rappelle, on a perdu 10 ans, on n'avait que 10 organismes, alors que maintenant, nous avons 400 organismes qui s'y impliquent. Voilà, nous allons dans la bonne direction actuellement. Comment est-ce que ce réseau fonctionne? Tout d'abord, nous avons commencé dans deux domaines, le domaine juridique et le domaine technique. Depuis 2019, le Chili dispose d'une nouvelle loi sur la transformation numérique qui établit l'interopérabilité comme principe fondamental. De pair, nous avons également commencé le nouveau réseau d'interopérabilité. Nous avons cette architecture juridique des réglementations, des lignes directrices et le décret qui nous a soutenus
parce que sans solution juridique, rien n'est possible. S'il est possible de considérer les documents juridiques comme documents valables, mais si l'on n'identifie pas le mode d'échange, toute plateforme est vraiment inutile. Voilà. Avant la construction de la solution, il faudrait qu'on envisage les aspects clés. Qu'est-ce qu'on voudrait présenter aux agences s'y impliquant? La confiance s'est avérée clé. Si l'on inspire confiance, bien évidemment, on peut aller de l'avant. Et puis, un autre élément, la simplicité. Nous voudrons arriver à plus que 1 000 organismes. Il faudrait que ce modèle soit facile et flexible pour que les liens soient mieux établis. Et puis l'élément dernier, la gouvernance. Nous avons souffert de manque de gouvernance durant les 10 ans précédents. Il faudrait présenter quelque chose qui soit euh, plus soumis à la responsabilisation, qui y assure le partage de connaissances. Donc voilà, à travers ces trois aspects, nous avons commencé à bien établir l'image tout entière. Quand on souffre de problèmes d'interopérabilité, on est dans un cas où une agence a besoin d'informations alors qu'une autre agence publique possède ces données-là. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nous fournissons le logiciel appelé Node pour assurer l'échange d'informations. Ce logiciel doit être connecté au système de l'utilisateur et à l'agence publique, le protocole s'y rattachant et ça préserve l'intégrité des données et la confidentialité des échanges de données dans un système sécurisé. Cette enveloppe traverse l'Internet, mais il faudrait également vérifier la source, l'intégrité et la validité des informations. La réponse également respecte les mêmes réglementations. Dans les éléments, on a parlé de confiance. Voilà la confiance. Des deux côtés, on assure ce niveau de sécurité, mais on n'impose pas de règles parce qu'il faudrait que l'échange soit flexible autant que possible. Permettez-moi d'ajouter qu'il est possible de se connecter à deux agences. Vous pouvez être fournisseur ou bien consommateur en utilisant le même logiciel. Il est possible d'établir tout un réseau. Il s'agit actuellement de 500, 500 organismes, 500 agences capables de, euh, de s'échanger des informations à travers cette plateforme-là. Mais nous avons fait face à un autre problème, le problème de la gouvernance. Nous avons les services de soutien centralisés qui fournissent le soutien, mais qui ne se trouvent pas au milieu de la communication. Par exemple, nous avons le catalogue de services qui fournit les informations sur ce que l'État fournit aux agences publiques. Et puis, nous avons ce qu'on appelle le gestionnaire de code sémantique qui fournit des informations, des connaissances sur les informations soumises à l'échange. Parfois, on l'échange des informations selon le code sans pour autant savoir de quoi il s'agit. Et voilà, on peut savoir la signification de chaque code de cette manière-là. Et le référentiel de traçabilité qui est prévu par la loi, il n'est pas possible
d'échanger des informations sans ce référentiel. Et le dernier outil est l'autorisation du citoyen, parce que pour les données sensibles, un accord entre les agences publiques n'est pas suffisant. Il faudrait également avoir l'autorisation de la part du citoyen. On essaye de nous assurer que le citoyen est appelé à fournir son autorisation à travers la plateforme. De la sorte, nous avons la gouvernance et le soutien, mais la communication est toujours directe entre les deux agences en question. Ouais, voilà. Il s'agit d'une bonne solution, pas simplement à cause de la technologie, mais parce que les problèmes techniques ne remplacent pas l'homme, parce que l'enjeu de la confiance et de l'inclusivité, la résistance au changement se trouve partout en matière d'interopérabilité. C'est pour ça qu'on a vraiment échoué il y a 10 ans, parce que le diagnostic était erroné. On ne s'est pas attardé sur la résistance au changement et la confiance, l'inclusivité, alors que maintenant, on vraiment travaille là-dessus et on fait très bien. Permettez-moi maintenant de parler des exploits, des réalisations. Je vous l'ai déjà dit, nous avons plus que 500 agences publiques, abstraction faite de la largeur, petite municipalité ou grand ministère. Euh, Dans le premier cas, nous n'avons jamais eu 2000 fonctionnaires formés, alors que maintenant, nous avons plus que 300 millions de messages échangés. Et cette année-là, plus que 360 millions, nous sommes à mi-chemin et donc les chiffres sont en croissance perpétuelle. Cependant, ce chiffre peut paraître inutile alors que ça revêt beaucoup de signification. Donc, qu'en est-il de ce chiffre? Par exemple, quand vous demandez des subventions au logement, le ministère du Logement doit collecter toutes les informations qui se rattachent à vous. Le ministère peut décider qui a droit à de telles subventions, qui n'en a pas droit. Mais pour le citoyen lui-même n'a pas n'est pas appelé à présenter tous ces documents-là au ministère, alors que le citoyen fournit les informations, elle la demande. Et voilà, on a pas mal d'améliorations parce qu'auparavant, le citoyen était appelé à présenter tous les documents s'y rattachant. Une autre image, malheureusement, nous avons des femmes victimes de violences et ces femmes-là ont besoin de protection de la part de l'État, mais elles ne veulent pas présenter des papiers, aller d'un bureau à l'autre. Ces femmes-là ont simplement besoin d'aide. Voilà, ce ministère de la femme et de l'égalité de genre a toutes les informations collectées pour fournir la protection, même sans que la femme le demande. La police pourrait l'aider. Le logement peut être fourni. Nous fournissons également des avocats pour les questions euh, liées et puis on fournit l'aide nécessaire. Ce ministère fournit tous ces services-là selon les informations collectées de la part d'autres agences. Ça se fait d'une façon automatique et la femme n'a pas forcément besoin de faire quoi que ce soit. Voilà le registre social de logement. Le ministère du Développement social collecte une grande quantité de données sur la population, toute la population du Chili. Ces données-là sont traitées et euh, stockées dans le registre
le ministère produit un chiffre, le niveau de pauvreté de chaque citoyen. Vous pouvez voir le registre civil, le bureau des impôts, la trésorerie. Pas mal d'agences s'y impliquent la Commission des marchés financiers, entre autres. Et ce chiffre-là, le niveau de pauvreté est important. Les autres agences peuvent décider qui a droit à des bénéfices, entre autres des prestations sociales. Par exemple, des subventions aux services de base de la part des municipalités. Pour ce qui est, par exemple, des personnes âgées, il faudrait savoir quel est le niveau de pauvreté pour savoir qui en a le droit. Même chose pour le ministère du Travail. Nous avons les primes à l'emploi pour les femmes et les subventions pour le travail des jeunes, mais pas pour tout le monde. C'est justement pour les pauvres, d'où le besoin de ce chiffre. Ce chiffre est fourni par le ministère de Développement social et les autres agences y ont accès pour la prise de décision euh, dans ce domaine-là. Nous avons pris une mauvaise décision dans le passé. Nous avons eu un mauvais diagnostic. On a vraiment tardé. On a accusé du retard, mais on a réalisé ce qui s'est passé. On s'est rendu compte qu'il faudrait changer et maintenant on va de l'avant parce qu'on aide les agences publiques à s'approcher plus du citoyen. Ça a été notre focus à partir de l'an 2019. Et on le fait très bien parce qu'on a commencé avec un accord. On a eu des discussions vraiment ouvertes avec toutes les instances publiques. Merci. Très bien. Merci beaucoup à Juan Carlos. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. Moi-même, je vois très bien que vous vous êtes rendu compte que des fautes ont été commises. Vous avez vraiment montré beaucoup de courage. Ça requiert du courage pour admettre qu'on a commis des fautes et pour ultérieurement arriver à ce niveau-là dans une période vraiment très courte alors qu'auparavant, dans 10 ans, vous aviez pas mal de problèmes. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup, Juan Carlos. Merci. Maintenant, je vais également poser une question. Ouais, une question avant qu'on passe à la séance de questions-réponses avec le public. Mais je vois une question dans le chat. Quelle est la relation entre PC2? Est-ce qu'il s'agit d'une combinaison entre euh, un- le programme, le logiciel précédent et quel X-Road et d'autres développements peut-être? Oui, l'idée X-Road est utilisé, mais le code X-Road n'est pas adopté. On a commencé dès le début, mais le concept est le même. On fournit des services sécurisés, tout comme dans le logiciel. Il s'agit de ce même concept, alors que le mode de mise en œuvre est un peu différent. Ouais. Juan Carlos, d'autres questions? Est-ce que vous avez un processus de réponse et de suivi pour cette plateforme? Est-ce que vous suivez le système et la performance de ce système d'interopérabilité? L'une des composantes de ces services centraux, c'était la traçabilité de la performance.
ou la capacité à suivre la performance. Et donc, nous sommes en train d'enregistrer toutes ces transactions. Nous voyons ces rapports et ces registres et nous nous assurons qu'il n'y a pas d'erreur. Et ensuite, nous nous concentrons sur ces problèmes-là afin de les résoudre. Et de plus, nous essayons de développer des systèmes de suivi à cette performance. Nous n'avons pas cet outil jusqu'à présent, mais nous avons déjà travaillé sur un outil qui n'a pas fonctionné. Et donc, nous avons cette idée en tête, mais on attend toujours à ce que ça soit complètement efficace. Oui, merci. Une autre question de que j'ai aimé vous poser aussi. J'ai vu que vous avez une sorte d'architecture pour la plateforme et je viens euh, je viens d'un pays où nous utilisons Xroad, et donc je viens de l'Estonie et le gouvernement impose cette plateforme et nous n'avons pas vraiment le choix. Et vous êtes en train de dire que selon les lois, les organisations gouvernementales et non gouvernementales utilisent-elles cette plateforme aussi? Est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire, mais nous avons fait face à des problèmes liés à cette loi ou à cette règle. Il y a plusieurs agences qui ont déjà leur plateforme ou leurs produits ou protocole et donc il faut s'adapter à ces différences. Donc oui, le concept ou le code est obligatoire, mais le logiciel lui-même ne l'est pas. Donc voilà pourquoi nous avons créé ce système ou ce logiciel de zéro au lieu d'utiliser le système ou la plateforme euh, qui est déjà utilisée. Merci beaucoup, Juan Carlos. Peut-être que nous pouvons passer à différentes questions posées par les participants. Il y a une question qui était liée liée aux normes en Inde ou dans différentes ou à Kotumba en particulier. Donc, y a-t-il des normes? Non, je crois que c'était une question pour l'Ouganda, mais pour vous, la question était de la part de Joe. Question est à vous, Santosh. Est-ce que vous pouvez décrire cette plateforme et vous avez dit qu'il y a quatre couches différentes d'API. Est-ce que vous pouvez vraiment expliquer comment ça fonctionne, la structure générale de cette plateforme ou de ce cadre, etc. De- Pour notre système, donc la base, le fondement de notre système, ce sont les bases de données. Et donc, nous travaillons beaucoup avec les départements individuellement. Il faut mettre à jour les données très fréquemment afin de s'assurer qu'elles sont les plus récentes. Alors, le premier pas était de vraiment créer cette base de données. Par exemple, nous avons collecté les données liées au logement. Nous avons donc reçu les données de l'application de logement. Cette, euh, cette, euh, Cette application a accès aux informations liées au logement du système national de Kutumba. Ensuite, ils peuvent vérifier les données et ils peuvent nous envoyer leur approbation ou bien leur validation aux différents bénéficiaires. Un autre exemple pourrait être qu'une certaine personne est décédée et donc dans ce cas-là, les registres ou les records de cette personne arrivent à Kutumba et il faut réviser toutes les données liées à cette personne pour voir quelles données il faut garder et pour mettre à jour le système et prendre les décisions nécessaires.
Nous avons mis en œuvre plusieurs API pour s'assurer que les données sont récentes et sont utilisables. Pour ce qui est des stocks d'informations, nous avons des processus que nous adoptons et que nous suivons chez nous et qui aident à stocker les informations de façon correcte. Merci beaucoup, Santosh. Il y a une autre question de la boîte de discussion de Eric Ramirez. Pour ce qui est des normes et des règles de sécurité que vous avez sûrement mises en œuvre à Kotumba et dans la plateforme, elles s'appliquent-elles uniquement au domaine de la protection sociale ou bien ou bien s'appliquent-elles dans d'autres domaines aussi? Pour ce qui est des politiques et des standards de sécurité, nous avons, euh, nous avons réparti cela en deux catégories. Premièrement, il y a des données qui sont liées aux individus, et donc il y a des normes spécifiques liées au partage des données dans ce cas-là. Et dans d'autres cas, il y a d'autres types de données. Et il y a des normes de sécurité très spécifiques pour les applications et pour les logiciels. Et le centre de données s'occupe aussi de garantir cette sécurité et cette garantie des informations. Et pour les aspects de sécurité administrative, nous sommes très conscients en ce qui concerne le partage des données et comment on peut collecter les données. Nous avons, comme j'ai déjà dit, le principe de minimalisation des données. Donc, la réduction des données autant que possible. Et nous travaillons avec les différents départements très étroitement afin de voir quels sont les types de données auxquels ces départements doivent avoir accès. Ensuite, nous révisons les données que nous avons déjà dans les bases de données et nous validons les données selon les différentes normes et les différentes conditions que nous avons déjà élaborées. Jusqu'à présent, on travaille toujours sur les normes et les règles liées à la sauvegarde d'informations et à la sécurité des données, surtout en ce qui concerne la confidentialité. Jusqu'à présent, il y a une plateforme ou bien un processus qui nous aide à protéger les données, mais il y a toujours beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Santosh. Passons à nouveau à l'Ouganda. À vous la parole. L'une des questions qui est adressée à vous provient de l'un des participants. Vous avez décrit le travail du ministère du Développement social et du Travail. Vous avez également expliqué le rôle de UG Hub. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur le rôle des ministères, des différents ministères dans les services numériques? Est-ce qu'ils travaillent tous de la même façon? Est-ce que chaque ministère a un système spécifique à elle ou à lui? Merci beaucoup pour avoir posé cette question. Il y a des Il y a des politiques qui sont très largement appliquées dans différentes régions et dans différents départements, surtout en ce qui concerne la fourniture de services et la fourniture d'aide. Et ceci s'applique surtout sur le secteur privé, où il y a plus de validation, plus de vérification, et il y a beaucoup de défis qui sont liés à cela aussi. Donc, le UG Hub est venu comme une plateforme qui a eu un impact très positif sur
nos services et sur la fourniture de nos services. Il y a un très grand nombre de ministères qui ont des systèmes et des services automatiques aujourd'hui, ce qui les aide à intégrer leurs données et leurs bases de données avec d'autres ministères. Donc, nous avons vu beaucoup d'impacts positifs de cela sur les différents ministères. D'accord, merci, merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Il y a des questions que je veux poser à tous les participants. L'une des questions est la suivante. Donc, c'est une question qui est liée à l'intelligence artificielle. Je crois que nous sommes tous conscients du rôle croissant de l'intelligence artificielle et de cette technologie qui est vraiment disruptive et de la façon dont on peut cette force perturbatrice de l'intelligence artificielle et son rôle accru dans les services que nous pouvons offrir. Donc, pour vous et pour ce qui est de l'interopérabilité, est-ce que vous avez des plans spécifiques liés à cela? Et si la réponse est oui, peut-être que vous pouvez nous donner un exemple spécifique de la façon où vous voulez utiliser de la façon par laquelle vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter les processus d'aide et de service, de protection sociale. Peut-être, Emmanuel, vous pouvez commencer par répondre vous-même. Merci beaucoup. Pour nous, nous avons beaucoup de plans pour l'intelligence artificielle. Comme ministère, nous avons eu beaucoup d'études et beaucoup de travail qui a été fait sur l'intelligence artificielle. Il y a un robot de discussion qui est aussi chargé d'offrir des services de soutien social. Mais pour vous donner un exemple, l'intelligence artificielle a un système de ciblage très précis pour les bénéficiaires et le registre social comprend beaucoup de données, beaucoup de paramètres et beaucoup de conditions, mais je sais que les paramètres d'intelligence artificielle peuvent même nous aider beaucoup à identifier les foyers ou bien les individus qui ont le plus besoin de l'aide sociale. Et c'est l'une des choses que nous voulons entreprendre afin d'améliorer le système de ciblage euh, pour promouvoir les efforts et les interventions de protection sociale. Et si tout se passe comme l'on veut, je crois que nous pourrons avoir un impact grandissant sur les personnes qui ont besoin d'aide sociale. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, c'est effectivement ça. Je suis d'accord. Je crois que ça pourrait faciliter, simplifier les processus et ça pourrait rendre le mécanisme d'identification des bénéficiaires plus facile. Les modèles d'API doivent être redéfinis et rectifiés. Et j'aimerais beaucoup voir le rôle de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Emmanuel. Juan Carlos, à vous maintenant la même question. Je vois une très grande opportunité ici, euh, du seul fait que l'on peut vraiment connecter nos efforts à ces efforts de l'intelligence artificielle et à l'intervention de l'intelligence artificielle, parce que ceci peut créer une plateforme pour les données des bénéficiaires et pour les données spécifiques à chaque individu. Mais c'est toujours une idée qui est lancé autour de la table dans nos réunions, dans l'équipe, c'est tout. D'accord, merci, je vois. Santosh, à vous maintenant. Nous avons lancé Kotumba il y a 6 ans et ce que nous avons vu pendant ces 6 ans, c'est que ces données viennent ou bien s'accompagnent avec différents défis liés
à la qualité des données. Donc, l'intelligence artificielle pourrait peut-être nous aider à filtrer ce type de données pour avoir uniquement des données qui sont vérifiées, qui sont euh, d'un format qui est accepté. Et donc, peut-être que l'intelligence artificielle peut avoir un rôle très important à jouer ici. Oui, exactement, pour filtrer les données. Alors, oui. Et donc, ceci peut renforcer la qualité des données que nous conservons. Et donc, ça facilitera ensuite la validité ou bien la vérification des données dans une étape suivante. D'accord, ok, oui. Je choisis quelques questions de la boîte de discussion aussi. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent à l'instant. Donc, Juan Carlos, une question à vous. Comment est-ce que vous pouvez intégrer ce système avec les systèmes de traitement des échanges? C'est une très bonne question d'après moi. Je crois que qu'en 2025, il est très difficile pour nous de trouver des systèmes qui sont créés en prenant en considération l'interopérabilité. Je crois que la plupart des logiciels peuvent être adaptés et peuvent être modifiés pour exposer leurs données euh, dans un format spécifique. Je ne sais pas beaucoup sur cela, mais peut-être Juan Carlos, vous pouvez nous parler de cela. C'est un problème, vraiment. Nous avons créé le système PC afin de résoudre cette problématique que vous avez mentionnée. Il y a plusieurs possibilités de connexion au service de données. Nous pouvons donc connecter directement, mais on peut également utiliser un document Excel ou un autre format de document qui nous permet ensuite de créer un document API. Donc, si vous avez un logiciel qui n'est pas API, vous pouvez changer le format des bases de données et les introduire dans ce système afin de partager les données avec d'autres utilisateurs. Nous avons également un, euh, la capacité de traduire tous les messages reçus en action et en intervention. Donc, parfois, nous ne pouvons pas échanger les données directement, mais il y a un robot ou bien un système qui nous aide à faire cela, qui facilite la tâche. Donc, oui, je crois que la solution est en fait qu'il n'y a pas de solution universelle. Donc, il faut voir comment on peut aborder les systèmes un par un et comment nous pouvons trouver les opportunités de soutenir les uns les autres et soutenir le partage et l'échange de données. Et donc, la meilleure option pourrait toujours être de créer un nouveau système qui prenne en considération les principes d'interopérabilité, parce- mais il y a toujours les préoccupations financières ici. Et vous le savez tous, évidemment. Oui, parfois nous avons un logiciel et vous avez un logiciel et vous ne savez pas vraiment comment le rendre interopérable et donc votre concentration se tourne vers les bases de données et pas l'interopérabilité. Une autre question.
À vous, Juan Carlos, vous avez mentionné le ministère, et les ministères et les gouvernements et la façon dont ils peuvent mesurer les niveaux de pauvreté afin de fournir des aides sociales aux personnes qui en ont le plus besoin. Savez-vous comment cette classification fonctionne? Et je sais que vous ne faites pas cela avec PC2 parce que je sais que ce logiciel est utilisé pour collecter les données, mais la classification est un processus d'affaires dans le ministère lui-même, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je ne sais pas vraiment c'est quoi ce processus. L'idée est que, ou bien en fait, personne ne sait sauf le ministre de Développement social. Toutes ces informations sont vraiment très confidentielles. Oui, oui, c'est logique, vraiment. C'est un raisonnement très logique. Avec tous les systèmes d'interopérabilité, nous voyons que l'interopérabilité est vraiment un outil pour transférer les données et pour aider les gouvernements et le secteur privé à la fois à avoir accès aux données. Mais la plateforme d'interopérabilité n'a souvent pas de système de partage de données aussi. Et donc, ces processus de business ou d'affaires ne sont pas inclus et ils sont en fait des services à part offerts par une certaine organisation. J'espère que nous avons répondu à votre question. Peut-être que nous pouvons prendre la dernière question. Je crois que ça pourrait être une question importante pour tous. Joe est en train de demander dans la boîte de discussion. C'est aussi une question liée à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu'il y a un certain type de données qui peuvent être perçues comme plus efficaces? Donc, c'est le même exemple que nous avons donné avant. Est-ce que pensez-vous qu'il y a un certain type de données qui pourrait être utilisées de manière efficace pour la modélisation prédictive? Comment est-ce que nous pouvons identifier les outils dont nous avons le plus besoin? Nous avons déjà parlé des données mobiles qui peuvent être utilisées. Et si nous parlons de la plateforme d'interopérabilité, est-ce que c'est une chose que l'on doit prendre en considération à l'avenir pour s'assurer que les solutions d'interopérabilité sont créées en prenant en considération les données géospatiales ou les problématiques de mobilité pour l'interopérabilité et pour l'adaptation aux chocs et aux cas d'urgence? Qui voudrait répondre à cette question? Santosh, voulez-vous répondre? Oui. Lorsque nous jetons un coup d'œil aux données, quelles sont les données qui sont utilisées dans les différents systèmes d'interopérabilité? Est-ce que, est-ce, quelles sont les données qui peuvent être utilisées pour aider les bénéficiaires, etc. Mais beaucoup de données qui sont générées par des systèmes de données euh, non liées aux technologies de l'information, par exemple, des zones où il y a une certaine structure sociale. Et là-bas, il y a des bases de données qui ne sont pas nécessairement très structurées et elles ne sont pas très numériques. Voilà pourquoi nous n'aurons pas le même résultat avec les données qui vont être générées.
Et ceci peut être vu dans les régions, dans différentes régions et différentes zones du pays. Il y a des, des endroits où il nous est difficile de collecter les données nécessaires, surtout les endroits où il y a peut-être des conditions climatiques difficiles. Et donc, ça pourrait être un défi auquel il faut faire face. Merci beaucoup, Santosh. Essayons de conclure très rapidement. Je sais que Anita veut conclure la séance tout entière ensuite, mais je crois que nous avons pu discuter de choses très importantes durant moins de 2 heures. Merci beaucoup à tous les participants. Trois euh, de nos présentateurs représentent des contextes et des organisations politiques très, très différentes parce que nous savons que les trois pays sont très différents, les populations sont très différentes et donc ils ont différents ministères. Et font face à des défis divers. Et donc, l'une des leçons que l'on peut retenir, et je crois que je savais cela avant, mais les présentations ont ravivé ce sentiment et, et ils m'ont rappelé à nouveau que et l'interopérabilité nécessite un bon échange de base de données. Et ceci n'est pas uniquement un projet technique, ce n'est pas uniquement un logiciel qui utilise les bases de données. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre afin de réaliser cette interopérabilité. Donc, c'est un problème organisationnel. Voilà pourquoi il faut comprendre le contexte de nos pays et comprendre le type de solution qui existe dans le marché et ensuite adapter ces solutions à nos pays et nos, euh, et à notre contexte plus large. Et ainsi, nous pourrons choisir la meilleure solution. Anita, à vous la parole maintenant. Anita va parler des événements qui sont prévus pour cette année. Je suis désolée, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions qui sont posées dans la boîte de discussion, mais je suis sûre que Anita ainsi que les organisateurs peuvent parler aux panélistes directement pour s'assurer que ces questions reçoivent leurs réponses. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de modérer cette session. Merci beaucoup, Maxime. Merci à tous les intervenants. Je crois que c'était une discussion très intéressante. Nous avons eu beaucoup de questions très intéressantes et beaucoup d'interventions très importantes. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions dans la boîte de discussion. Merci à aux participants qui ont participé à toute cette séance et qui sont restés jusqu'à présent. J'aimerais prendre quelques minutes pour conclure. Prochainement, il y aura un événement sur l'interopérabilité le 2 octobre 2025. Et, il y a, et ça, et nous avons également reçu des, euh, des questions sur les normes, sur les processus, sur la façon dont on peut rejoindre les comités et comment on peut promouvoir notre travail dans l'initiative de convergence numérique.
Nous allons fournir tous les documents nécessaires et toutes les vidéos et les enregistrements. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web ou nous envoyer un mail. Merci beaucoup à tous. Merci Anita d'avoir organisé cette réunion.